Mon mari ne m'a laissé que des ruines, puis s'est enfui avec sa jeune maîtresse. Quand mon mari a vu tout ce que j'avais construit, il a dit, tu as 48 heures pour sortir. Je prends cet endroit. Mais quand il est arrivé dans son SUV, le visage de mon mari est devenu pâle à la vue de ce qu'il a vu. Je suis Heidi, j'ai 29 ans, chef exécutif dans un restaurant du centre-ville d'Atlanta. C'était un mardi après-midi quand le cauchemar a commencé. La cuisine était étrangement silencieuse. Je suis entré dans le bureau du fond et j'ai trouvé la lourde porte en acier de notre coffre-fort grande ouverte. Il était complètement vide. Je me suis précipité vers l'ordinateur et me suis connecté au portail de l'entreprise. Les chiffres qui clignotaient à l'écran étaient rouges. Chaque compte avait été vidé jusqu'à 0. Mon mari avait disparu, mais l'argent manquant n'était que le début. Sur le bureau se trouvait une lettre recommandée de la banque, un avis de saisie. Dans mon dos, il avait utilisé le restaurant comme garantie pour contracter un prêt massif. Il a tout encaissé, a pris l'argent et m'a laissé avec la dette. La banque se préparait à saisir la propriété en quelques jours. Je suis resté figé au milieu de la froide cuisine en acier inoxydable. Je n'ai pas versé une seule larme. J'ai juste regardé l'avis de saisie, réalisant qu'il avait orchestré ma ruine financière absolue. Avant que nous n'expliquions comment j'ai transformé ce désastre en vengeance ultime, assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement et d'activer les notifications pour ne jamais manquer une histoire. 10 jours s'étaient écoulés depuis que le premier avis de défaut de paiement avait été collé sur la porte vitrée de l'entrée. La banque n'a pas attendu. Elle a immédiatement engagé une procédure de saisie formelle. Le restaurant était légalement paralysé. Les fournisseurs de nourriture ont cessé de livrer. Le téléphone sonnait constamment avec les demandes agressives des créanciers. J'étais assise dans la salle à manger sombre, écoutant les derniers râles de l'entreprise dans laquelle j'avais mis toute ma sueur. Je n'avais aucun capital pour combattre une grande institution financière. L'entité corporative allait être complètement anéantie. Le shérif viendrait bientôt changer les serrures et je serais laissé à la rue avec absolument rien. Un coup sec a résonné dans l'espace vide. Je me suis approché et j'ai déverrouillé la lourde porte en bois. Sur le trottoir se tenait le grand-père de mon mari, Monsieur Roland, âgé de 78 ans. Il est entré sans attendre d'invitation, sa canne cliquant contre le parquet. Il m'a regardé droit dans les yeux. « Je sais ce que ce lâche a fait », a dit Roland. Sa voix était ferme et dure. Il a vidé les comptes et t'a laissé porter le chapeau. J'ai hoché lentement la tête, trop épuisé pour parler. Roland a mis la main dans la poche de son manteau. L'hiver dernier, j'ai passé 3 semaines à l'hôpital avec une pneumonie. Mon fils était en voyage de ski. Mon petit-fils était occupé à acheter un nouveau bateau. Tu as été la seule personne assise à mon chevet. Tu m'as nourri. Tu as changé mes vêtements. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Il a sorti une enveloppe épaisse et l'a posée sur le comptoir du bar. Ceci est mon fonds de retraite. Je ne laisserai pas ce garçon détruire ta vie. Je te donne cet argent, mais à des conditions strictes. Tu n'utilises pas un seul centime pour payer ses dettes. Un deuxième homme a franchi la porte. Roland a fait un geste vers lui. Voici mon avocat d'affaires, Vaughn. Vaughn a posé sa mallette sur une table et l'a ouverte. Il ne traitait que de faits et de stratégies juridiques. La banque saisit la propriété, a dit Vaughn. N'essayez pas de sauver l'ancienne entreprise. Elle est criblée de dettes massives et d'une hypothèque frauduleuse. Laissez la banque procéder à la saisie. Laissez l'ancienne entité mourir complètement. Je l'ai regardé fixement. Si je la laisse mourir, je perds le restaurant. Vous perdez les dettes, a corrigé Vaughn. Monsieur Roland vous accorde un prêt personnel. Nous n'allons pas utiliser cet argent pour rembourser les dettes. Nous allons l'utiliser pour créer une toute nouvelle société à responsabilité limitée. Une nouvelle LLC entièrement à votre nom. C'est crucial pour votre protection en vertu de la loi. La stratégie juridique était froide et brillante. Vaughn a présenté les documents un par un. Il a expliqué que, comme j'étais toujours légalement marié, tout actif que je sauverais sous l'ancienne société pourrait être ciblé lors d'un divorce. Une fois que la banque aura saisi, a expliqué Vaughn, elle voudra liquider rapidement les actifs physiques. Ils ne veulent pas gérer un restaurant. Ils veulent de l'argent. Votre nouvelle LLC approchera la banque et achètera l'équipement de cuisine commerciale à un prix de liquidation très avantageux.
Ensuite, vous signerez un tout nouveau bail directement avec le propriétaire de l'immeuble sous votre nouvelle raison sociale. J'ai regardé les papiers. La logique était indéniable. L'ancienne entreprise liée à mon mariage absorberait la dette écrasante et ferait faillite. La nouvelle entreprise, financée par un prêt personnel direct de Roland à moi, renaîtrait propre et indépendante. Nous avons passé les heures suivantes à signer les formulaires nécessaires pour enregistrer la nouvelle entité auprès de l'État. Vaughan s'est occupé des négociations avec le propriétaire commercial, obtenant un contrat de bail qui ne reconnaissait que ma signature. Lorsque la banque a officiellement saisi la propriété 3 jours plus tard, Vaughan était là. Il a négocié directement avec les gestionnaires d'actifs de la banque pour racheter les cuisinières, les unités de réfrigération et les meubles au nom de ma nouvelle LLC. C'était une transition calculée. J'ai regardé les auditeurs de la banque parcourir la cuisine en cataloguant les articles avant que Vaughan ne leur remette un chèque de banque pour tout racheter légalement. La dette avait disparu. Les liens financiers avec mon mari étaient rompus. Je me tenais au centre de la cuisine, tenant les documents finaux estampillés de l'État. La LLC était enregistrée. L'équipement appartenait à la nouvelle société. Le bail était sécurisé. Je devais à Roland une dette personnelle substantielle, mais l'entreprise était entièrement mienne. 3 semaines après la fin des procédures légales, je suis officiellement entré dans la cuisine en tant que nouvelle propriétaire. La réalité physique de la reprise de l'espace m'a immédiatement frappé. Quand j'ai déverrouillé la lourde porte arrière et que j'ai descendu le couloir sombre vers la zone de préparation principale, une épaisse couche de poussière flottait dans l'air. J'ai cherché l'interrupteur et l'ai actionné. Les ampoules fluorescentes se sont allumées en vacillant, jetant une lueur froide et bourdonnante sur les tables de préparation en acier inoxydable. J'ai retroussé mes manches, prête à inspecter l'inventaire de l'équipement et à commencer le processus de nettoyage en profondeur nécessaire pour rouvrir l'entreprise sous ma nouvelle entité corporative. C'est alors que j'ai découvert toute l'étendue de la trahison. Mon mari, Sean, n'avait pas seulement vidé les comptes bancaires de l'entreprise avant de disparaître. Il avait systématiquement pillé les outils professionnels de mon métier. Je me suis approché du porte-couteau fixé au mur principal. La bande magnétique sur mesure qui avait maintenu ma précieuse collection de couteaux de chef japonais faits à la main pendant 5 ans était complètement nue. Chaque lame forgée par des maîtres artisans et équilibrée spécifiquement pour mes mains avait disparu. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Je me suis retourné rapidement et me suis précipité vers le poste de pâtisserie, ouvrant les armoires inférieures où étaient rangés les thermoplongeurs de précision. Les coûteuses machines de cuisson sous vide, essentielles pour la cuisson lente des protéines de notre menu signature, avaient été arrachées de leur prise et volées. J'ai traversé la cuisine en courant jusqu'à l'alcôve de cuisson principale. Les fours à convection commerciaux robustes qui pouvaient contenir 20 plaques à la fois avaient été débranchés. Quand j'ai ouvert leurs lourdes portes métalliques, les intérieurs étaient vides, dépouillés des grilles internes et des éléments chauffants qui les rendaient opérationnels. La panique menaçait de m'étouffer, mais je l'ai refoulée. Je suis sorti de la cuisine et j'ai poussé la lourde porte en chêne menant à la cave à vin souterraine. La température a chuté instantanément. J'ai allumé ma lampe de poche et j'ai balayé le faisceau lumineux sur les immenses casiers de rangement en acajou. La cave était complètement morte. Des milliers de dollars de cabernet californien millésimés, de rares bourgognes français et de champagnes importés avaient disparu des étagères. Chaque bouteille avait été retirée. Sean avait liquidé tout l'inventaire dans mon dos, convertissant nos actifs liquides en espèces pour financer sa fuite avec sa maîtresse. Il avait délibérément détruit chaque instrument dont j'avais besoin pour exploiter un établissement culinaire haut de gamme. Je suis resté longtemps dans la cave vide et glaciale à écouter le silence. Il ne m'avait rien laissé. Pas de couteau, pas de cuiseur de précision, pas de four, pas de vin. Je suis remonté dans la cuisine, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai pris une décision. Je n'allais pas me rendre. Comme il ne me restait plus de capital pour acheter du matériel professionnel neuf, j'ai passé les 4 jours suivants à visiter des ventes aux enchères de liquidation de restaurants locaux à travers l'État. J'ai parcouru des entrepôts industriels à la recherche d'inventaires mis au rebut. J'ai acheté un ensemble de lourdes marmites et poêles en acier dépareillé qui avaient des bosses sur leur rebord. J'ai acheté une cuisinière résidentielle d'occasion avec des brûleurs usés et un thermostat peu pratique. J'ai acquis un réfrigérateur vertical d'occasion qui cliquetait bruyamment chaque fois que le compresseur se mettait en marche. Rien de tout cela n'était de haute technologie. Rien n'était précis, mais c'était fonctionnel. Avec ma cuisine de fortune assemblée,
j'ai complètement repensé le menu. J'ai abandonné les techniques européennes complexes et haut de gamme qui nécessitaient des machines culinaires spécialisées. Au lieu de cela, j'ai élaboré un menu rustique de retour aux sources, entièrement axé sur les ingrédients locaux provenant directement des agriculteurs de la région d'Atlanta. J'ai utilisé des pêches fraîches de Géorgie, du porc de race ancienne et des légumes racines de saison, créant des plats qui reposaient uniquement sur la chaleur fondamentale, la technique brute et des profils de saveurs audacieux. Le bilan physique a été immédiat et brutal. Sans équipement moderne ni personnel de cuisine, je devais tout faire moi-même. J'arrivais au restaurant tous les matins à 5 heures et ne partais que passé minuit. Je préparais les légumes, découpais les viandes entières, gérais l'inventaire, lavais la vaisselle à la main dans l'évier à 3 compartiments et cuisinais chaque commande qui passait par le passe-plat. Je travaillais 14 heures par jour, 7 jours sur 7, debout sur des sols en béton jusqu'à ce que mes genoux me fassent mal et que mon dos me brûle d'épuisement. Mes mains ont développé d'épaisses callosités et mes avant-bras étaient couverts de brûlures mineures dues aux brûleurs d'occasion capricieux. Mais chaque fois que je saisissais la lourde poignée d'une casserole cabossée, je canalisais mon épuisement et ma fureur dans la nourriture. Je cuisinais avec une volonté de survie implacable et désespérée. La cuisine était chaude, exiguë et frustram inefficace, mais chaque plat qui quittait le passe-plat portait mon dévouement absolu. Je reconstruisais ma vie depuis le plus bas, une seule assiette à la fois. Un vendredi soir, à la fin du 2e mois, alors que je nettoyais le bar pour fermer, la cloche de la porte d'entrée a sonné. Un homme est entré. Il portait un petit sac d'appareils photo et avait l'air épuisé. J'avais déjà éteint les lumières de la salle à manger principale. Je lui ai dit que la cuisine était techniquement fermée. Il a poliment demandé s'il restait quelque chose, juste une bouchée rapide avant de rentrer chez lui. J'ai décidé de rallumer un brûleur. J'ai préparé une simple assiette d'épaules de porc braisé avec des légumes racines rôtis. J'ai placé l'assiette devant lui et je suis retourné essuyer les comptoirs. Il a pris une bouchée et s'est arrêté. Il a regardé la viande, puis m'a regardé. Il n'a pas dit un mot. Il a sorti un petit téléphone de sa poche, a enregistré une courte vidéo de l'assiette et a pris quelques photos. Il a terminé tout le repas en 10 minutes, a payé sa facture en espèces, a laissé un pourboire généreux et est parti. J'ai verrouillé la porte, totalement inconsciente de ce qu'il venait de déclencher. Le dimanche après-midi, mon téléphone a commencé à vibrer. C'était un flux lent et régulier de notifications du compte de médias sociaux du restaurant. J'ai ouvert l'application. L'homme du vendredi soir était un blogueur culinaire local. Il avait posté une vidéo de 60 secondes. La séquence montrait l'épaule de porc fumante et un bref plan de moi travaillant seul en arrière-plan. La légende louait les saveurs authentiques et mentionnait le dévouement silencieux d'une chef solo. La vidéo avait 3000 vues. J'ai ressenti une petite vague de soulagement, espérant que cela attirerait quelques clients supplémentaires pour la semaine à venir. J'ai gravement sous-estimé la vitesse d'Internet. Le mardi matin, la situation a dégénéré. Atlanta-It, un immense réseau alimentaire régional, a partagé la vidéo du blogueur sur sa page principale. Ils ont ajouté leurs propres commentaires soulignant l'incroyable histoire d'une femme reconstruisant un restaurant à partir de zéro. L'algorithme a capté le récit. En 2 heures, la vidéo a atteint 50 000 vues. Mon téléphone a vibré si constamment que la batterie est morte avant midi. Lorsque j'ai ouvert les portes d'entrée pour le service du dîner ce soir-là, une file de personnes s'étendait tout autour du pâté de maison. Je n'avais jamais vu une telle foule. Les gens prenaient des photos de la devanture. Un van de nouvelles d'une chaîne de télévision locale s'est garé sur le trottoir. Un journaliste et un caméraman sont entrés pour me demander 3 minutes de mon temps. Ils ont installé leur matériel d'éclairage près de la fenêtre avant et ont filmé la file de clients qui attendaient. Ils voulaient diffuser un segment pour le journal du soir sur le joyau culinaire caché qui devenait viral dans la ville. J'ai répondu brièvement à leurs questions, en me concentrant sur les postes de préparation. Le reportage télévisé a agi comme de l'essence sur un feu. Le jeudi, la vidéo originale a dépassé les 2 millions de vues. Des milliers de créateurs de contenu indépendants sur TikTok et Instagram réels ont utilisé la séquence, créant leurs propres publications sur le restaurant. Ils ont parlé du menu rustique, des ingrédients d'origine locale et de la pure volonté nécessaire pour survivre seul dans une industrie aussi brutale. Le nom de mon restaurant est devenu un sujet tendance dans tout l'État. L'impact physique a été stupéfiant.
Le système de réservation numérique a planté 2 fois en raison d'un trafic de serveurs écrasant. Quand j'ai réussi à le remettre en ligne, chaque table était réservée pour les 5 prochains mois. Les clients qui ne pouvaient pas obtenir de table attendaient dehors juste pour commander des plats à emporter. J'ai été forcé d'embaucher 3 commis de cuisine, 2 cuisiniers de ligne et un personnel de salle complet en l'espace de 4 jours juste pour gérer le volume. J'ai passé des heures à interviewer des candidats dans le bureau du fond entre les services. J'ai contacté les agriculteurs locaux pour tripler mes commandes de produits hebdomadaires. À la fin de ce mois-là, je me suis assise dans le bureau du fond et j'ai ouvert le logiciel de comptabilité. J'ai regardé le revenu net. Le chiffre à l'écran avait dépassé les 6 chiffres. Les dépôts quotidiens étaient constamment plus élevés que tout ce que l'entreprise précédente avait jamais généré en un seul trimestre. J'ai imprimé le résumé financier et je l'ai posé sur le bureau. Le coffre-fort vide derrière moi n'avait plus d'importance. J'avais construit une entreprise très rentable entièrement selon mes propres termes et le flux de trésorerie était indéniable. Exactement 3 mois après le jour de sa fuite, la sonnette de la porte d'entrée du restaurant a retenti violemment au petit matin. Je me tenais au pupitre de l'hôtesse, organisant les horaires des fournisseurs avant l'arrivée de l'équipe de préparation. La lourde porte vitrée a été poussée avec une force agressive. 3 silhouettes sont sorties du froid matinal et sont entrées dans le foyer calme. Mon mari, Sean, menait le groupe. Juste derrière lui se trouvait mon beau-père, Denny, et ma belle-mère, Barbara. Sean ne ressemblait en rien à l'homme arrogant qui avait vidé mon coffre-fort. Sa posture était affaissée. Sa chemise chère et sur mesure était très froissée. Son visage était mal rasé et ses mains tremblaient légèrement alors qu'il balayait du regard la salle à manger rénovée. Il était douloureusement évident qu'il avait touché le fond. Sa jeune maîtresse l'avait abandonné au moment exact où l'argent volé s'était tari. Maintenant, il portait le poids écrasant de près de rue à taux d'intérêt élevé. Son téléphone vibrait sans cesse dans sa poche, signe clair que des prêteurs privés agressifs le traquaient. Il avait tout dilapidé et n'était revenu que pour profiter de mon dur labeur. Il ne m'a même pas regardé dans les yeux. Il a juste regardé avidement le livre de réservation relié en cuir posé sur le pupitre. Barbara n'a pas attendu d'invitation. Elle est passée devant son fils et a marché droit au centre de la salle à manger. Elle a inspecté les tables polies. Son expression était totalement dépourvue de culpabilité. Au lieu de cela, son visage s'est tordu en un masque de pur droit. « Tu t'es certainement mise à l'aise », a dit Barbara, sa voix résonnant sèchement. « Mais ne te leurre pas en pensant que tu possèdes réellement quoi que ce soit de tout cela. » Barbara s'est approchée, pointant un doigt rigide directement sur mon visage. « Cet établissement a été construit sur les fondations de notre famille. C'est l'élément vital de notre lignée. Tu n'es qu'une belle fille. Tu es une étrangère. Tu n'as pas construit cela. Tu as simplement réussi à ne pas le ruiner complètement. Tu gardais le siège au chaud pendant que mon fils prenait un congé temporaire pour régler ses problèmes personnels. Maintenant, il est de retour pour reprendre sa place légitime. » Denny s'est avancé pour flanquer sa femme. Il a mis la main dans son lourd manteau de laine et a sorti une épaisse liasse de billets de $100. Il a jeté l'argent avec force sur le pupitre. La liasse a atterri avec un bruit sourd juste au-dessus de mes plannings de livraison. « Il y a $20 000 dans cette liasse », a déclaré Denny platement, en ajustant ses poignets. « Considère cela comme une généreuse indemnité de départ pour ton travail temporaire. Prends l'argent, tes affaires personnelles, et sors tranquillement par la porte de derrière. » Sean a finalement pris la parole. Sa voix était entièrement empreinte d'une urgence désespérée. « J'ai besoin des clés maîtresses tout de suite. Je reprends mes fonctions d'opérateur principal aujourd'hui. J'ai besoin d'un accès immédiat au coffre-fort et au dépôt d'espèces quotidien. » J'ai baissé les yeux sur la liasse de billets. $20 000. C'était une somme profondément insultante. C'était à peine une fraction des revenus que le restaurant générait maintenant en une seule semaine. Ils croyaient sincèrement que j'étais encore la femme impuissante et paniquée qu'ils avaient abandonnée dans une cuisine en faillite. Ils n'avaient absolument aucune idée de la restructuration juridique ou de la nouvelle entité corporative. « Tu ne touches pas à la caisse », ai-je dit, ma voix complètement stable et froide. Denny a plissé les yeux, se penchant sur le pupitre pour m'intimider. « Nous ne te demandons pas ta permission. Tu es toujours légalement marié à mon fils. Selon la loi, cette entreprise est un bien matrimonial.
tu as exactement 48 heures pour quitter entièrement les lieux. Il a tapé fort son index contre l'alias d'argent. D'ici dimanche matin, tu remettras les clés, les codes de sécurité et l'accès à la banque. Si tu décides de faire des difficultés, nous te traînerons devant les tribunaux, gèlerons chaque compte que tu as, et te laisserons avec absolument rien. Dennis est retourné, faisant signe à sa femme et à son fils de le suivre. Barbara m'a jeté un dernier regard de dédain total avant de sortir. Sean est resté une seconde, regardant avidement la caisse enregistreuse avant de se dépêcher de sortir. Je n'ai ni crié ni argumenté. Je suis resté parfaitement immobile. J'ai tendu la main, j'ai pris l'alias d'argent et je l'ai fourré dans un tiroir. Le lendemain matin, une pile de documents juridiques a été livrée directement à la réception du restaurant. Un huissier de justice agréé a franchi les lourdes portes vitrées juste avant le début du service du déjeuner, a demandé à confirmer mon identité légale, m'a remis une épaisse enveloppe en manille et est reparti sans un mot de plus. J'ai rompu le sceau de sécurité et j'ai sorti les documents denses. C'était une requête officielle pour une ordonnance de non-communication temporaire déposée agressivement auprès du tribunal civil du comté. Sean et son conseiller juridique, sans aucun doute financé par les poches profondes de Dennis, faisaient dégénérer la situation bien au-delà de la petite intimidation. Il ne comptait plus sur les menaces verbales. La motion exigeait formellement un gel immédiat et total de tous les comptes bancaires de l'entreprise, des systèmes de traitement des paiements et des actifs physiques associés à mon entreprise. Leur argument juridique était très calculé. Ils prétendaient que, parce que notre divorce n'était pas encore officiellement finalisé par un juge, ma société à responsabilité limitée nouvellement formée était en fait un bien matrimonial indivis. Ils soutenaient que l'entreprise était secrètement financée par des ressources matrimoniales cachées. Ils voulaient que le tribunal paralyse complètement les opérations quotidiennes de mon restaurant jusqu'à ce qu'un juge puisse formellement diviser les revenus. J'ai lu attentivement le jargon juridique. La stratégie était absolument mortelle. Si un juge signait cette ordonnance de non-communication temporaire, mes comptes marchands seraient instantanément bloqués. Je ne serais pas en mesure de traiter les cartes de crédit des clients. Je ne serais pas en mesure de payer mes agriculteurs locaux pour leur livraison quotidienne de produits. Plus important encore, je ne serais pas en mesure de payer la paie de mon personnel de cuisine nouvellement embauché. Le restaurant suffoquerait et s'effondrerait en une seule semaine. C'était une attaque juridique délibérée conçue pour me chasser complètement de l'industrie. Je n'ai pas perdu de temps à m'apitoyer sur mon sort. J'ai enlevé ma veste de chef, j'ai confié les tâches d'expédition de la cuisine à mon cuisinier de ligne principale, j'ai pris mes clés de voiture et j'ai conduit directement au quartier juridique du centre-ville. Je suis entré directement dans le bureau de Vaughn et j'ai posé la pile de documents du tribunal sur son bureau. Il a pris la requête et a lu les documents en silence complet. La pièce était silencieuse, à l'exception du bruit des pages qu'il tournait. Vaughn a finalement baissé les papiers. Il n'avait pas l'air intimidé, mais son expression était incroyablement sérieuse. Ils utilisent le système du tribunal de la famille comme une arme pour saigner votre flux de trésorerie opérationnelle, a déclaré Vaughn fermement. Ils savent qu'ils n'ont aucune revendication légitime sur votre nouvelle entité corporative. Ils espèrent simplement que le juge accordera le gel temporaire juste pour préserver le statu quo pendant la procédure de divorce. S'il gèle vos comptes, vous ne respectez pas votre bail commercial, vous perdez votre personnel, et il gagne la guerre par défaut. J'étais assise en face de lui, gardant ma posture rigide. Je lui ai demandé exactement ce que nous devions faire pour empêcher le juge de signer l'ordonnance. Nous ne pouvons pas simplement argumenter verbalement, a dit Vaughn, se penchant en avant et croisant les mains sur le bureau. Un juge ne se souciera pas d'une défense purement émotionnelle. Nous ne pouvons pas simplement entrer dans une salle d'audience et dire que votre mari est une personne terrible. Nous avons besoin de preuves comptables forensiques en béton pour écraser cette requête au tribunal. Vaughn a expliqué le concept juridique sévère de la confusion des biens. Les avocats de Sean comptaient sur l'hypothèse que j'avais mélangé les revenus de l'ancienne entreprise avec les fonds de la nouvelle société. Nous devions prouver de manière définitive que pas un seul centime d'argent matrimonial n'avait été utilisé pour établir la nouvelle entité corporative. Nous devons construire une trace écrite sans faille, a poursuivi Vaughn en tapotant le document. Nous devons documenter l'origine exacte des fonds de retraite que Roland a fournis. Nous devons tracer chaque dollar de son compte personnel directement vers votre nouveau compte d'entreprise. Mais ce n'est que la stratégie défensive. Nous avons également besoin d'une stratégie offensive. Nous devons exposer exactement ce que Sean a fait avec les biens matrimoniaux originaux.
Si nous pouvions montrer au tribunal que Chan avait unilatéralement épuisé les comptes du restaurant d'origine pour son propre gain personnel, le juge reconnaîtrait immédiatement l'ordonnance de non-communication comme une tactique de harcèlement de mauvaise foi. La charge de la preuve nous incombait entièrement. J'ai regardé Vaughn et j'ai hoché la tête. Je lui ai dit que j'étais prête à éplucher chaque dossier financier que nous possédions. Je ne les laisserai pas utiliser le système juridique pour voler ma survie. Nous avions une fenêtre de temps étroite pour monter notre dossier avant la date du tribunal. Il restait exactement 12 heures avant l'expiration de leur ultimatum de 48 heures. Vaughn a transformé la salle de conférence de son cabinet en centre de commandement. Il n'a pas perdu de temps à rédiger des réponses émotionnelles. Il a immédiatement engagé un expert comptable forensique certifié et indépendant pour disséquer complètement l'historique financier de l'entreprise défunte. L'expert est arrivé dans l'heure, installant des ordinateurs portables cryptés et accédant à des terminaux financiers sécurisés. Nous avions besoin d'une preuve absolue pour détruire la requête d'ordonnance de non-communication temporaire. Pour contourner les restrictions de confidentialité strictes de la banque régionale, Vaughn a déposé une motion ex parte d'urgence auprès du tribunal. Il a fait valoir qu'un accès immédiat au grand livre historique était nécessaire pour éviter une grave erreur judiciaire. Un juge-président a signé la citation à comparaître ciblée en milieu d'après-midi. L'ordonnance judiciaire obligeait la banque à divulguer le dossier d'origine complet du prêt commercial que Chan avait contracté avant de fuir. Lorsque les fichiers cryptés sont arrivés sur le serveur sécurisé de Vaughn, l'expert comptable forensique a commencé le processus d'extraction systématique. L'expert a d'abord isolé l'accord de garantie principal. Il a projeté la dernière page du contrat sur le moniteur mural. Ma signature se trouvait parfaitement sur la ligne du garant en bas. Je me suis approché de l'écran. Je n'avais jamais vu ce document spécifique de toute ma vie. L'expert comptable a ouvert une deuxième fenêtre, affichant la signature vérifiée de ma carte d'identité d'État. Il les a placées côte à côte. La fraude était indéniablement évidente. L'inclinaison des lettres était complètement fausse. Les points de pression du trait d'encre ne correspondaient pas à mon écriture naturelle. Chan avait délibérément falsifié ma signature pour garantir le prêt massif contre l'ancien restaurant. Il avait commis une fraude criminelle pour obtenir l'argent. Cette falsification n'était que la couche initiale de sa responsabilité pénale. L'expert comptable forensique a ensuite procédé à la cartographie de la trajectoire exacte du capital décaissé. Vaughn a affiché les journaux de virement bancaire. La chronologie était incroyablement précise. Au moment où la banque a déposé les fonds du prêt sur le compte de l'entreprise, Chan a initié une séquence rapide de transferts externes. L'argent n'est jamais allé à nos fournisseurs de nourriture. Il n'est jamais allé au service de la paix. Les relevés bancaires fournissaient une trace écrite sans faille. Chan a viré la totalité du capital directement sur un compte chèque privé. L'expert comptable a effectué une recherche de base sur le numéro de routage de destination. Le compte appartenait exclusivement à sa jeune maîtresse. À partir de ce point, les reçus numériques décrivaient des dépenses personnelles immédiates et massives. Les journaux montraient un acompte important sur un véhicule cabriolet de luxe. Ils montraient des billets d'avion de première classe achetés pour des vacances de 3 semaines. Ils montraient un virement bancaire important utilisé pour garantir un bail prolongé sur un condominium haut de gamme. Chan n'avait pas simplement mal géré les opérations commerciales. Il avait activement exécuté un plan calculé de détournement de fonds d'entreprise et de fraude par virement. Pendant que l'expert comptable documentait la preuve indéniable des actions criminelles de Chan, Vaughn s'est concentré sur la finalisation de notre bouclier défensif. Il devait s'assurer que le juge reconnaîtrait ma nouvelle entreprise comme une entité entièrement distincte. Vaughn a compilé un lourd classeur juridique, étroitement indexé. Ce classeur spécifique contenait l'affidavit sous serment et notarié de Roland confirmant l'origine exacte des fonds de retraite. Il contenait le reçu original du chèque de banque. Il contenait le billet à ordre que j'ai signé décrivant mes conditions de remboursement personnel à Roland. Vaughn ne s'est pas arrêté là. Il a inclus la séquence chronologique exacte de l'achat en liquidation. Il a classé les reçus détaillés montrant ma nouvelle entreprise achetant l'équipement de cuisine d'occasion directement auprès des gestionnaires d'actifs de la banque. Il a inclus le nouveau contrat de bail commercial qui ne mentionnait que ma société à responsabilité limitée nouvellement formée. Les documents créaient un mur impénétrable. Ils prouvaient de manière définitive que le nouveau restaurant avait été établi exclusivement grâce à une dette de tiers indépendante. Cela séparait légalement l'opération actuelle de toute définition d'un bien matrimonial.
La préparation était complète. Vaughn a fermé les lourds classeurs et les a empilés soigneusement sur le bord de la table de conférence. Le piège juridique était entièrement armé. Nous possédions la documentation de la falsification forensique. Nous détenions les journaux de virements explicites du détournement de fonds. Nous maintenions la chaîne de titres propres pour la nouvelle entité corporative. L'audit forensique a fourni chaque arme dont nous avions besoin. J'ai rangé les dossiers finalisés dans ma mallette, je suis sorti du cabinet d'avocat et je suis retourné au restaurant, complètement prête à les affronter le matin. Exactement à 12 h le lendemain, le véhicule utilitaire sport de leur famille s'est garé juste en face du restaurant. Je me tenais parfaitement immobile derrière le pupitre de réception principal près de l'entrée principale. Vaughn se tenait tranquillement à ma droite, tenant un élégant portefeuille en cuir sous son bras. Les lourdes portes vitrées se sont ouvertes. Sean, Denny et Barbara sont entrés ensemble. Ils affichaient un air d'arrogance absolue, s'attendant pleinement à ce que je remette les clés opérationnelles, que je cède la propriété et que je parte en défaite totale. Denny s'est avancé, regardant immédiatement au-delà de moi vers la salle à manger principale, clairement prêt à assumer le contrôle complet des opérations de service quotidiennes. Ton temps est écoulé, a dit Denny en vérifiant sa montre coûteuse. J'espère que tes affaires personnelles sont emballées. Nous prenons possession de la propriété maintenant. Donne à Sean les clés maîtresses et les codes de sécurité. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas bronché. Je l'ai simplement regardé avec une indifférence froide et absolue. Vaughn s'est avancé doucement devant le pupitre, bloquant physiquement le passage de Denny. Il n'a pas élevé la voix. Il a agi avec un professionnalisme pur et calculé. Il a ouvert son portefeuille en cuir et en a extrait une épaisse pile de documents juridiquement contraignants. Il les a placés fermement sur le comptoir en bois directement devant Sean. Je représente l'unique propriétaire légal de cette société à responsabilité limitée, a déclaré Vaughn clairement, en fixant Denny dans les yeux. Il a tapoté les premières pages des documents empilés. Ceci est un avis formel d'intrusion. En dessous se trouve une lettre de mise en demeure pour la restitution immédiate des fonds matrimoniaux détournés. 6 juin se trouve une plainte civile pour fraude. Vaughn a fait glisser le dernier document vers l'avant. C'était l'analyse comptable forensique de l'accord de garantie bancaire contenant la signature falsifiée imprimée à côté des journaux de virements bancaires non autorisés. Vaughn a donné l'avertissement final avec une précision tranchante. À partir de ce moment, toute communication doit être dirigée exclusivement par l'intermédiaire de mon cabinet d'avocat. Votre client pourrait faire face à une grave responsabilité civile et à une enquête criminelle active. Sean a baissé les yeux sur le rapport de falsification forensique. Toute couleur a instantanément quitté son visage. Ses mains se sont remises à trembler. Denny et Barbara ont regardé les documents, leur arrogance précédente se dissolvant immédiatement en un choc total. Ils ont réalisé qu'ils étaient tombés directement dans un piège juridique fatal. La menace d'une enquête criminelle les a complètement paralysés. Avant que l'un d'eux ne puisse formuler une réponse cohérente, la lourde porte en bois de la salle à manger privée s'est ouverte. Roland est sorti lentement, s'appuyant lourdement sur sa canne en bois. Il s'est arrêté à quelques mètres de son fils et de son petit-fils. Il les a regardés tous les deux avec un dégoût complet. Vous avez essayé de voler la seule personne de cette famille qui travaille vraiment, a dit Roland, sa voix froide et parfaitement stable. Il n'a pas crié. Il a livré sa décision avec une certitude absolue. Je rencontre mes avocats spécialisés en succession pour réviser mon testament cet après-midi. Vous n'aurez absolument rien. Le silence dans le foyer était assourdissant. Denny a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Barbara a baissé les yeux vers le sol, incapable de regarder qui que ce soit dans les yeux. Sean a reculé, complètement vaincu par la réalité de son cauchemar juridique imminent. Sans dire un autre mot, ils se sont tous les trois retournés et sont sortis. J'ai regardé leur véhicule s'éloigner, sachant qu'ils ne remettraient plus jamais les pieds dans mon établissement. J'avais complètement coupé les liens toxiques avec cette famille. J'ai appris de la manière la plus dure possible que la vraie sécurité ne vient jamais du fait de compter sur quelqu'un d'autre. Elle se construit de ses propres mains, par une endurance implacable et un refus absolu de laisser quiconque revendiquer la valeur de votre travail. Ils ont essayé de m'enterrer sous une montagne de dettes frauduleuses, mais ils ne m'ont fait qu'apprendre à me battre. Les cendres de ma vie antérieure sont devenues la fondation solide de mon plus grand succès. Je possède mon entreprise. Je possède mon avenir et personne ne pourra jamais me l'enlever.
Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire jusqu'à la toute fin. Que pensez-vous de la manière dont j'ai géré la confrontation juridique? Pensez-vous que les représailles étaient justifiées? Veuillez partager vos opinions dans les commentaires ci-dessous.